Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer avant qu'on commence que vous m'entendez, que vous me voyez si nécessaire, et surtout que vous avez bien le support à l'écran. Comme ça, on va pouvoir tout vous présenter, vous parler de la lutte contre l'absentéisme et la prévention à la désinsertion professionnelle. Si vous pouvez juste me dire si c'est bon pour vous. Oui, ok, ça marche. Vous n'avez pas le droit de dire non. Si vous répondez non, c'est que vous m'avez entendu. Donc, ok, ça a l'air d'être bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré, je le disais, à la lutte contre l'absentéisme et la prévention à la désinsertion professionnelle, un vaste sujet, la lutte contre l'absentéisme qui est un sujet important dans chaque entreprise, qui a un coût, et pour vous et pour nous, et pour lesquels il y a des moyens qui peuvent être déployés. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter normalement les dispositifs de la prévention à la désinsertion professionnelle, comment ça fonctionne, mais on s'est dit que c'était aussi important de vous rappeler quelques points essentiels, notamment sur les obligations des salariés, les différents contrôles qui existent au sein de l'assurance maladie et comment ils sont mis en place, et les actions que nous, on mène de notre côté pour lutter contre l'absentéisme. On parlera bien sûr des contacts et une petite boîte à outils avec pas mal de liens qui vous seront certainement très utiles. Le support, je vous l'enverrai donc après ce webinaire avec le replay et des documents complémentaires dont je vous parlerai au fur et à mesure. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour y répondre. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne me suis pas présenté. Donc bonjour, Julien Godefroy. Je suis chargé de relations entreprises à la CPM de Meurthe-et-Moselle et donc c'est moi qui serai votre animateur pour aujourd'hui. Voilà. Si jamais vous avez des soucis de connexion ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à couper la cam. Ça, c'est pas important. L'essentiel, c'est le support et bien sûr le son. Au niveau donc premier point, rappel des obligations des salariés, alors des sujets que j'imagine vous connaissez, mais qui sont toujours bons à rappeler. Un arrêt de travail, s'il n'est pas télétransmis par le médecin, doit être envoyé dans les 48 heures à la CPAM. Les volets 1 et 2, ça c'est pour nous. Le volet 3, il est pour vous. Si jamais vous faites une attestation de salaire et on vous rejette l'attestation de salaire parce qu'on n'a pas la prescription d'arrêt de travail ou le dernier jour de travail n'est pas cohérent ou ce genre de choses, c'est pas la peine de nous envoyer le volet 3 de l'arrêt de travail, on peut rien en faire. Il nous faut aujourd'hui, surtout en version papier, les originaux, puisque vous savez, on est passé sur les CERFA sécurisés au mois de septembre. Donc les originaux, volet 1 et volet 2. Donc passez l'information à votre salarié s'il ne l'a pas fait, ou s'il l'a fait, demandez-lui de nous renvoyer des duplicata. Donc dans les 48 heures, bien sûr, suivant la prescription. Et petit point important, pensez à nous envoyer les bulletins d'hospitalisation. Donc les bulletins d'hospitalisation ne sont pas télétransmis par l'hôpital. Il n'y a qu'un exemplaire fourni à l'assuré qui généralement le donne à son employeur pour justifier de son absence, ce qui est logique. Sauf que nous, on l'a pas. Et on peut se retrouver avec des décalages au niveau des arrêts, notamment bah, vous avez une hospitalisation de 3 jours et derrière un arrêt de travail, et vous nous envoyez une attestation de salaire avec un DJT, un dernier jour de travail, la veille de l'hospitalisation. Sauf que nous, on n'a que l'arrêt de travail qui commence 3, 4 jours plus tard. Et c'est là que commencent les embrouilles au niveau des dossiers et que malheureusement, on va pas pouvoir traiter l'indemnisation parce qu'il nous manque ce fameux bulletin d'hospitalisation. Donc voilà, petit réflexe pour vous à avoir. Dès que vous l'avez, vous nous l'envoyez via le compte entreprise en dématérialisé. Ça arrive directement dans le dossier de l'assuré. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'on l'a et on a tous les éléments. Je le disais, 48 heures pour envoyer la prescription d'arrêt de travail. On a eu une période où on avait supprimé tout ce qui était contrôle, notamment obligation par rapport au délai d'envoi. C'était la période Covid, hein. Bien sûr, tout ça, ça avait été supprimé. Même si on recevait un arrêt de travail en retard, on le prenait en charge. Ça, c'est fini. Depuis 2023-2024, il y a eu reprise des contrôles et du respect des envois et des délais d'envoi au niveau des arrêts de travail. Et aujourd'hui, on va appliquer certaines sanctions. Alors, si l'arrêt de travail est télétransmis par le médecin, aucun problème, puisque c'est le médecin qui télétransmet, donc il y a aucun souci. Là, on parle uniquement des envois courrier papier, qui représentent encore un bon quart des arrêts de travail qu'on reçoit aujourd'hui. Il y a encore énormément de papier, hein, ça n'a pas disparu. Alors, comment ça se passe si jamais on reçoit un arrêt de travail hors délai? Donc, premier envoi hors délai, on reçoit l'arrêt de travail trop tard, mais quand même avant la fin de l'arrêt de travail, il y a juste une information à l'assuré en disant attention, vous devez respecter les délais.
Par contre, s'il récidive dans les 24 mois, c'est-à-dire dans les 2 ans quand même, s'il récidive dans les 2 ans, on peut être amené à appliquer une pénalité de 50% au niveau des indemnités journalières, sachant que là, on est toujours sur un envoi hors délai, mais avant la fin de l'arrêt de travail. Par contre, d'emblée, si on reçoit un arrêt de travail après la date de fin de l'arrêt de travail, on peut être amené, et c'est le cas, c'est appliqué, on va supprimer l'intégralité des indemnités journalières. Ça, c'est important parce que ça peut avoir un impact si vous pratiquez la subrogation notamment, puisque s'il y a subrogation, on va quand même vous envoyer un courrier pour vous dire l'arrêt de travail n'est pas indemnisable. On ne vous dira pas pourquoi. Mais par contre, voilà, on vous dit l'arrêt de travail n'est pas indemnisable et le détail sera envoyé à votre salarié, comme n'importe quelle décision de non-indemnisation d'arrêt de travail. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais vous n'êtes informé que s'il y a subrogation et on peut voir des arrêts de travail qui ne sont pas indemnisés parce qu'on les a reçus trop tard et vous, vous avez pratiqué la subrogation, donc maintien de salaire et avance des IJ de la CPAM, mais nous, on n'indemnisera pas. Donc, important hein, pour les salariés de bien suivre les obligations. Notamment, on a une petite, là, vous voyez à droite, on a des petites affichettes comme ça sur le rappel du respect des obligations pour les salariés concernant les envois des arrêts de travail et puis des consignes à suivre pendant qu'on est en arrêt. Je pourrais vous les joindre au mail que je vous enverrai avec le support. Voilà, comme ça, ce sera un outil que vous pourrez diffuser ou afficher. Après, vous l'utilisez comme vous souhaitez. Mais un petit rappel pour les salariés, c'est toujours bon. Donc, bien sûr, il y a un respect des heures et sorties autorisées aux présences obligatoires. Il n'y en a pas pour les assurés en temps partiel thérapeutique ou en maternité, logique. Sinon, c'est de 9h à 11h, 14h, 16h, etc. Et bien sûr, le médecin peut autoriser des sorties sans restriction d'horaire. Également, donc, bien répondre aux convocations du service médical. Sinon, ça peut être, si la convocation n'est pas assurée, ça peut être source de suppression des indemnités journalières. Enfin, du moins, elles sont suspendues, le temps que la personne justifie de son absence. Alors, activité non autorisée pendant l'arrêt de travail également. L'inobservation de cette règle entraîne la retenue totale des indemnités journalières. L'assuré, normalement, ne peut pas exercer d'activité pendant son arrêt de travail, sauf si c'est explicitement indiqué sur la prescription d'arrêt de travail par le médecin. Hein, donc, c'est pas parce que vous avez un salarié qui va avoir une autre activité annexe pendant son arrêt de travail que c'est pas autorisé si le médecin a estimé que c'était tout à fait possible de l'exercer. Je vais dire une bêtise, quelqu'un qui a un métier manuel et qui est en arrêt de travail parce qu'il s'est cassé la jambe et qui peut faire une autre activité sur son ordinateur les week-ends chez lui, ça peut être une activité, ça peut être autorisé par le médecin, bien sûr, c'est pas incompatible. Voilà. Donc les obligations des salariés, petit rappel, et donc je vous joindrai la petite affichette sur le rappel de ces obligations, comme ça vous pourrez la diffuser si vous souhaitez. On va avoir, au niveau de la lutte contre l'absentéisme, plusieurs points. On va avoir la prévention, dont je vous parlerai après. On va avoir la prévention à la désinsertion professionnelle, qui consacre plutôt aux arrêts longs, risque d'inaptitude. Et on va avoir bien sûr le côté contrôle. Au niveau des contrôles, il y a plusieurs choses. Donc, il y a déjà les contrôles au niveau de l'initiative du service médical. Donc, sur les arrêts itératifs. Les arrêts courts à répétition, c'est les plus compliqués à cerner et à contrôler. Mais bon, il y a quelques moyens d'action. Les arrêts itératifs, si réception de plus de 3 arrêts inférieurs à 15 jours sur les 12 derniers mois, il y a forcément un courrier de sensibilisation qui est envoyé à l'assuré, avec convocation éventuelle pour la prochaine prescription d'arrêt de travail. Non pas pour dire arrêtez d'être en arrêt de travail moins de 4 jours ou moins de 3 jours plusieurs fois dans l'année, c'est parce que ça peut être source de pathologies sous-jacentes beaucoup plus importantes. Quelqu'un qui va avoir des arrêts à répétition, c'est quelqu'un qui a peut-être un plus gros problème derrière. Et donc, faut prendre le mal à la racine. Donc, peut y avoir des convocations éventuelles pour essayer de déterminer s'il n'y a pas autre chose derrière qui demanderait une prise en charge différente. On va avoir également les arrêts de travail arrivant à une certaine durée sont ciblés par requête nationale. Donc les arrêts, en fait, il y a les requêtes nationales qui sont émises au service médical et des arrêts qui sont trop longs, enfin pas trop longs, au-delà d'une certaine période, je rectifie mes propos, donc au-delà d'une certaine durée, vont tomber dans cette requête et vont être analysés par le service médical. Donc il y a les contrôles à l'initiative du service médical. Il y a également
les signalements des employeurs, vos signalements à vous, puisque bah, vous êtes avec vos salariés, vous êtes les premiers sources d'information, et bah, les salariés peuvent passer entre les mailles des requêtes du service médical, ce qui est tout à fait normal. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arrêts de travail. Donc, vous avez possibilité de faire un signalement sur un arrêt de travail. Donc, vous ne demandez pas un contrôle, bien sûr, mais vous faites un signalement. C'est réceptionné directement par le service médical. Alors, s'il y a suspicion de fraude, c'est transféré à la fraude. Le service fraude et le service médical travaillent ensemble, bien sûr, et chacun détermine à qui ça revient de traiter tel ou tel signalement. Donc, il y a des informations à transmettre, les coordonnées de l'employeur, du salarié, les dates de l'arrêt de travail, motiver la demande de contrôle. Il faut être alors concis et bref, mais il faut être précis surtout. Le rapport doit être transmis au service. Euh, alors, sur le dernier point, il manque une information. Sur le dernier point, en fait, vous pouvez faire appel à des organismes extérieurs. Donc, vous avez la possibilité de faire un signalement sur un arrêt de travail auprès directement de l'assurance maladie, mais vous avez possibilité de faire appel à un organisme extérieur pour opérer un contrôle directement sur votre salarié en arrêt de travail. Attention, en Alsace-Moselle, c'est pas possible. Donc, je ne sais pas s'il y a des employeurs de l'Alsace-Moselle ici, mais en Alsace-Moselle, ce contrôle de la part de l'employeur via un organisme extérieur sur son salarié en arrêt de travail, c'est interdit. Donc, vous avez possibilité donc, de faire appel à un organisme extérieur. Bon, là, c'est payant par contre, parce qu'il y a un contrôle, il y a un médecin qui est envoyé directement sur place chez le salarié. Et si vous avez un rapport, vous pouvez tout à fait l'envoyer à l'assurance maladie qui s'en servira pour prendre des décisions qui s'imposent en fonction des conclusions qui sont émises par le médecin qui a fait le contrôle. Donc, vous avez aussi des moyens d'action par rapport à ces signalements. Les contrôles des médecins, du service médical, les signalements des employeurs, ce qui peut amener à une notification de l'assuré de fin d'indemnisation, suspension d'indemnisation, reprise de travail notifiée ou sanction de 50 à 100% sur le versement des indemnités journalières. Bien sûr, vous n'êtes informé de la décision uniquement sur le côté conséquences financières, genre arrêt de l'indemnisation par exemple, s'il y a subrogation, puisque bah, comme c'est à vous qu'on verse les indemnités journalières, c'est normal que vous soyez informé. S'il n'y a pas de subrogation, vous n'êtes pas informé des suites des signalements. Sachez que tout signalement est pris en compte, est pris en charge. Après, ce qui en est fait derrière, ça dépend du dossier. Ça peut être un signalement qui permet soit de contrôler un assuré, mais ça peut être aussi des signalements qui permettent de mettre en lumière des activités, notamment sur des professionnels de santé. Euh, je crois on l'a après. Donc sur les professionnels de santé. Donc ça aussi, ça peut pas forcément aboutir à un contrôle du salarié, mais mettre en lumière des pratiques de certains professionnels de santé. Donc tout signalement est bon à prendre à partir du moment où, bien sûr, il est justifié. Ça va de soi. Pour les signalements, on est sur des alors, boîtes mail en Meuse, Moselle et dans les Vosges. Vous avez les boîtes mail pour faire vos signalements si vous souhaitez, avec les informations que je vous ai indiquées deux diapos plus haut. En Meurthe-et-Moselle, on a un système un tout petit peu différent qui existe dans certains départements. Vous pouvez passer par le portail employeur. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous avez le lien. Portail employeur qui vous permet, via le formulaire signaler un arrêt de travail, contrôle médical, fraude, etc., vous avez toutes les informations et ça arrive directement au sein du service médical qui traitera votre demande. Normalement, vous recevez un mail de confirmation vous disant on a bien pris en compte votre signalement et on fera les actions qui s'imposent. On va également aussi avoir, je parlais aussi de la mise en lumière de certaines pratiques de professionnels de santé, on va avoir des contrôles sur les prescripteurs, parce qu'il y a bien sûr des contrôles sur les salariés, que ce soit en convocation ou sur pièce, mais on va avoir également le même type d'action au niveau des professionnels de santé avec deux dispositifs bien particuliers. La mise sous accord préalable, donc en fait on peut subordonner l'accord préalable des arrêts de travail sur une période allant jusqu'à 6 mois et si le médecin prescrit plus d'arrêt de travail que ses confrères, en fait, il y a des requêtes qui sont faites. Et sur le type de patientèle, on va avoir des comportements, ce qu'on appelle atypiques, où on va avoir des arrêts de travail en plus grand nombre ou sur des durées plus longues, qui sont, on l'estime, peut-être pas forcément justifiées. Donc, il y a une mise sous accord préalable, sachant que chaque assuré est informé que son médecin est sous MSAP.
Et si ça ne suffit pas, il y a la mise sous objectif où la CPM et le service contrôle médical peuvent proposer au médecin de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions sur un certain délai. En cas de refus du médecin, la caisse poursuit la procédure de MSAP. Donc voilà, il y a quand même des actions qui sont menées aussi auprès des prescripteurs, là de contrôle, mais je ne l'ai pas mis, il y a aussi des actions d'accompagnement. On a notamment les délégués d'assurance maladie qui vont accompagner les professionnels de santé sur notamment les outils numériques avec la dématérialisation des arrêts de travail et ces outils aussi font des préconisations en termes de durée d'arrêt de travail pour telle ou telle pathologie, ce qui guide et accompagne en fait les professionnels de santé quand ils ont le salarié devant eux, l'assurer leur patient devant eux, ce qui n'est pas toujours évident pour eux non plus, hein, parce que peut y avoir une certaine insistance des assurés et des fois ils sont parfois démunis. Donc voilà, l'accompagnement qu'on met en place permet de se protéger de ça, et notamment aussi les contrôles des prescripteurs avec les mises sous accord préalable et les mises sous objectif. Donc, on va avoir des actions comme ça qui sont, j'allais dire, qui peuvent paraître répressives, mais l'objectif derrière, c'est quand même un accompagnement, soit détecter par exemple des pathologies sous-jacentes pour les assurés qui auraient des arrêts itératifs par exemple, ou accompagner les professionnels de santé, tout en prenant en compte également les signalements que vous pouvez effectuer via les adresses mail ou le portail employeur pour la CPM 54. Il y a le rappel des obligations des assurés, on a les actions de contrôle, on va avoir aussi les actions d'accompagnement. Je vous parlerai de la prévention classique après, et on voulait faire un focus sur la prévention à la désinsertion professionnelle. Donc l'accompagnement des salariés en arrêt long. Donc c'est vraiment très spécifique comme type d'arrêt de travail et qui sont parfois sur un risque d'inaptitude. Alors déjà, avant de vous parler des acteurs, dont vous faites partie d'ailleurs, qu'est-ce que la prévention à la désinsertion professionnelle? C'est un dispositif qui permet de détecter et de prendre en charge le plus tôt possible, c'est tout l'intérêt en fait, les salariés qui risquent de ne pas reprendre leur emploi après leur arrêt de travail du fait d'un problème de santé. En fait, plus longtemps on reste en arrêt de travail et arrêt de travail complet, et plus vite on va décrocher du monde du travail et même du monde social, j'ai envie de dire tout simplement. Donc l'objectif, c'est d'accompagner ces gens-là, donc prévenir des difficultés liées au retour à l'emploi, hein. Vous savez, plus longtemps on est en arrêt de travail, plus c'est difficile de revenir, de retravailler avec les collègues, d'avoir besoin peut-être de formation, les nouveaux outils, les nouvelles pratiques en entreprise, se remettre dans le bain. Apporter des solutions adaptées pour faciliter la construction d'un nouveau parcours professionnel, parce qu'on n'est pas toujours en possibilité de reprendre l'activité telle qu'on avait avant, mais du coup, il faut pouvoir changer son fusil d'épaule, il faut pouvoir rebondir, et la PDP, la prévention à la désinsertion professionnelle, a été mise en place pour ça. C'est pour tout salarié qui est en arrêt de travail qui présente un risque d'inaptitude, je le disais. Et en pratique, donc un des acteurs de la PDP, qu'on va voir juste après, peut détecter des difficultés à la reprise du travail. D'où l'intérêt de faire appel à plusieurs acteurs pour qu'il y ait un maillage plus important pour que les assurés qui en ont besoin de cette PDP puissent tomber dedans et être accompagnés. Le salarié peut se voir proposer un accompagnement, une orientation vers un dispositif afin de préparer son retour à l'emploi. Ça, c'est l'objectif de la PDP. Au niveau des acteurs, donc, dont je le disais, vous faites partie, il y a notamment un outil qui est très important pour vous, je vais vous en parler. On va avoir différents groupes d'acteurs, notamment les médecins, donc tout ce qui est le côté médical. Le médecin du travail joue alors un rôle central et déterminant, oui, parce que c'est vraiment la porte d'entrée de la PDP. C'est aujourd'hui le service de santé au travail, c'est lui qui va, dans la plupart des cas, détecter le besoin d'accompagnement des salariés en risque d'inaptitude, puisque c'est lui, le médecin du travail, hein, qui va déclarer l'inaptitude ou pas, qui peut procéder donc à l'étude de poste. Il intervient directement dans le contexte de l'entreprise, donc ça c'est un avantage particulier aussi par rapport par exemple au médecin traitant. Il peut faire des recommandations pour les aménagements de poste en vue d'une reprise. Donc on a le médecin du travail qui est vraiment le pilier central, hein, de cette PDP. Autour, vont bien sûr naviguer le médecin traitant qui connaît bien lui son patient, pas forcément le côté professionnel, mais qui connaît très bien son patient. Donc c'est un des premiers à pouvoir repérer une fragilité professionnelle et assure les soins habituels de prévention, prescrit l'arrêt de travail, etc. On peut également demander une visite de pré-reprise au médecin du travail, on va le voir après. Et bien sûr, le médecin conseil de l'assurance maladie qui se prononce sur la justification médicale du repos et la possibilité d'exercer une activité professionnelle indépendamment du poste occupé. Ça va être utile pour les dispositifs où on va avoir une reprise d'activité annexe
pour l'assurer et pour le sortir de son isolement, en fait, et lui trouver une solution de retour à l'emploi. On va avoir le côté un peu plus administratif avec notamment l'assurance maladie, le service social de l'assurance maladie, qui agit comme un pivot entre la santé et l'emploi. En fait, c'est le service qui va accompagner de manière administrative tout l'assuré tout au long de son parcours, avec évaluation globale de la situation, les accompagnements adaptés, et aussi dans le cadre des actions de remobilisation qu'on verra. Le service administratif, c'est la CPM, hein, c'est nous, c'est Caisse primaire d'assurance maladie. On assure de l'ouverture des droits sur la période durant laquelle se déroulent les actions, parce que dans la plupart des actions, il faut toujours être en arrêt de travail. On statue sur les demandes d'action qui seront réalisées et puis surtout, on verse les indemnités journalières. Ça, c'est important. On va avoir également besoin, dans certains cas, d'acteurs spécialisés. Donc là, je vous en ai mis deux, il y en a encore deux autres après. Donc la GFIP, l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, favorise l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc bien sûr, ce n'est pas tous les salariés bénéficiaires de la PDP, mais il y en a certains. Délivre de l'information, du conseil, accompagnement au financement, et financement aux entreprises, aux organismes de formation et bien sûr aux salariés. On va avoir les MDPH ou MDPA, Maison départementale des personnes handicapées, ou maintenant c'est Maison départementale de l'autonomie. Euh, donc accueille et évalue les besoins de compensation et attribution de l'orientation professionnelle. Donc eux, ils sont spécialisés dans leur domaine. On va avoir, alors selon les régions, c'est pas toujours les mêmes. Il peut y avoir certains, notamment bon, Cap Emploi, je crois qu'ils sont partout. Mais Comet France, c'est seulement dans certains départements. Il y en a d'autres dans les départements où vous pouvez être. Là, j'en ai cité deux pour l'exemple. Donc, Cap Emploi, organisme de placement spécialisé exerçant une mission de service public. Ils sont en charge de la préparation, de l'accompagnement, du suivi et des maintiens dans l'emploi des personnes handicapées. Ça s'adresse aux personnes handicapées qui sont en recherche d'emploi, souhaitant s'engager dans une reconversion professionnelle, ainsi qu'aux employeurs privés ou publics, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Donc, c'est quand même assez large. Et Comet France, donc association qui accompagne les patients dès la phase d'hospitalisation dans la construction d'un projet professionnel compatible avec leur état de santé. Donc, selon l'état de santé du salarié, selon ses besoins, selon en fait l'évaluation qui a été faite par le service social et par la médecine du travail, ils vont pouvoir faire appel grâce à cette PDP qui regroupe déjà différents acteurs pour la mise en place de différents dispositifs. Ils vont pouvoir faire appel à tel ou tel partenaire spécialisé, alors que l'assuré, s'il devait se débrouiller tout seul pour mettre en place un projet de reconversion professionnelle, ce serait impossible, hein, tout simplement, tellement les acteurs peuvent être variés, les possibilités variées, et surtout pas forcément savoir où s'orienter. Cette PDP, en fait, elle a ce mérite-là, elle a le mérite de tout centraliser et d'accompagner les salariés qui n'auraient pas forcément cette démarche active d'aller chercher l'information et de se dire, voilà, je veux quand même travailler malgré mon état de santé, je veux faire une reconversion professionnelle, mais je ne sais pas où m'adresser. Donc là, il y a la possibilité de le faire, notamment en appelant le 36 46, tout simplement, et en entrant dans ce dispositif de la PDP. Ce dispositif-là n'est pas assez connu du grand public, c'est pour ça que ces acteurs-là en font la promotion, communiquent sur ces dispositifs, que nous le faisons aussi via notamment ces webinaires où on a aussi des campagnes d'absentéisme spécifiques en fin d'année où on rencontre des entreprises avec un fort taux d'absentéisme. On va parler de ce dispositif-là et enfin oui, de ce dispositif et des différents acteurs. Et vous, en tant qu'employeur, vous avez un rôle à jouer. Alors non pas sur le côté médical, mais sur le côté notamment information. Et ça, je vais vous en parler via les dispositifs de la PDP. On va en avoir plusieurs. C'est une mallette et on va sortir ce dont on a besoin. Mais il y en a un qui est essentiel, et c'est le tout premier, c'est le rendez-vous de liaison. Rendez-vous de liaison que vous avez la possibilité de mettre en place. Il y a la visite de pré-reprise, le bilan de compétences ou de manière plus générale les actions de remobilisation, oui, de remobilisation, je crois. Le temps partiel thérapeutique, l'essai encadré ou la CRPE dont je vais vous parler. Le rendez-vous de liaison, ça vous concerne directement, c'est un temps d'échange non médical visant à maintenir le contact entre vous, employeur, et votre salarié pendant un arrêt de travail de longue durée. C'est un dispositif qui vous protège en tant qu'employeur, qui vous permet de contacter votre salarié pour lui dire, regarde, si jamais tu souhaites reprendre une activité,
Il y a des solutions qui existent. Alors, c'est pas à vous de faire le détail de tout ça et d'expliquer en long, en large et en travers, mais c'est lui donner une information. On a notamment, je pourrais vous les envoyer également, on a des flyers d'information sur tac, 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 préparer le retour de votre salarié avec la convention de rééducation professionnelle, préparer votre reprise d'activité avec la visite de pré-reprise. Donc ça, je pourrais vous les envoyer. Vous pouvez bien sûr les fournir à votre salarié. Donc, l'objectif, c'est de faciliter le retour au travail et informer le salarié sur ses droits, sur les possibilités d'aménagement du poste ou du temps de travail. C'est un rendez-vous informel qui peut être fait en présentiel, en distanciel, en téléphone, en visio, comme le salarié souhaite, comme vous pouvez le faire. Il faut bien sûr prévenir à l'avance. Donc, c'est pour tout salarié d'un arrêt de plus de 30 jours. Il faut qu'il soit prévenu plus de 15 jours avant la date de l'entretien. Et ça vous permet aussi de prévenir le service de santé au travail, qui pourrait éventuellement vouloir être présent lors de cet entretien. C'est un côté facultatif, mais voilà, c'est une obligation pour vous en tant qu'employeur pour les arrêts de plus de 30 jours d'informer, si vous ne le savez pas, sur la PDP au sens large du terme, avec ce fameux rendez-vous de liaison. Je pourrais vous envoyer également un modèle de courrier pour un rendez-vous de liaison que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez. Mais voilà, ça vous permet. C'est vrai qu'on se demande toujours, elle est où la frontière entre bah, je, je peux contacter ou pas mon salarié qui est en arrêt de travail. Est-ce que ça va pas être taxé pour bon bah quand est-ce que tu reviens à bosser ou non non, vous avez une obligation d'information. Et il y a ce dispositif-là qui a été mis en place pour ça. Ça permet notamment de l'informer sur la visite de pré-reprise. Donc cette visite de pré-reprise, alors, son nom, je ne le trouve pas forcément très bien choisi parce que c'est pas parce qu'on fait une visite de pré-reprise qu'on va reprendre, hein, loin de là. Elle est effectuée par le médecin du travail pendant l'arrêt de travail. Elle vise à anticiper et adapter le retour à l'emploi en tenant compte de l'état de santé, des capacités du salarié. L'objectif, réaliser un bilan médico-socio-professionnel pour lever les freins empêchant la projection du salarié vers l'avenir, donc la reprise de son activité. Anticiper les éventuels besoins d'aménagement du poste, donc ça c'est important, ou reclassement interne ou reconversion professionnelle. Cette visite de pré-reprise, elle va être essentielle pour déterminer la suite du parcours dans la PDP. Quel dispositif on va pouvoir mettre en place pour le salarié selon sa situation socio-médico-professionnelle. Mobiliser les aides et acteurs nécessaires au retour à l'emploi, c'est ce que je disais. C'est pour les arrêts de travail de 30 jours. Enfin, c'est pas forcément un seul arrêt de travail de 30 jours minimum, hein, ça peut être plusieurs arrêts, mais le total dépasse 30 jours, à l'initiative des médecins ou du salarié. Le salarié peut le demander. Donc, ça ne peut pas être à votre initiative, mais vous pouvez informer le salarié pendant l'entretien le rendez-vous de liaison qu'il a la possibilité de solliciter la visite de pré-reprise auprès du service de santé au travail. Obligation bah, pour l'employeur d'informer le salarié de sa possibilité de le demander, exactement ce que je viens de dire. Et le médecin du travail informe l'employeur et le médecin conseil de ses recommandations en vue de favoriser le maintien d'emploi du salarié. Vous êtes bien sûr partie intégrante de ce dispositif. Sans le salarié volontaire, il n'y a pas de PDP, ça c'est clair et net. Ah, vous ne pourrez jamais forcer quelqu'un qui ne veut pas reprendre à reprendre. Ça c'est voilà. C'est pas une solution magique la PDP, c'est un outil pour accompagner les salariés qui le souhaitent. Mais du coup, vous faites partie intégrante de cette solution en tant qu'employeur. Les actions de remobilisation, j'en parlais juste avant. Alors, on va avoir le bilan de compétences, bien sûr. Donc, c'est les formations continues, formations professionnelles continues. On va avoir la validation des acquis de l'expérience. Tout ça, en fait, ça peut être fait, et c'est ça qui est intéressant, pendant l'arrêt de travail. Donc, pendant qu'on continue à bénéficier d'indemnités journalières, avec une prise en charge en partie du CPF, par exemple. C'est soumis à l'accord du médecin, bien sûr de la CPAM. Il ne faut pas lancer le truc comme ça dans son coin, puis après venir nous voir en disant, bon, bah alors maintenant, comment ça marche pour l'indemnisation? Non, non, il faut que ce soit intégré dans le parcours de la PDP, mais de toute façon, ça se fait aussi avec le service social, hein, bien sûr. Euh, voilà, donc ça, ces actions-là peuvent être effectuées pendant l'arrêt de travail et font partie du dispositif de la PDP. On va avoir un que vous connaissez très bien, qui est très utilisé de plus en plus, qui est un bon outil pour une reprise progressive de l'activité. C'est le temps partiel thérapeutique. Ça demande de l'organisation, c'est clair, mais c'est un outil qui permet de préserver la santé de l'assuré tout en lui permettant de garder un pied dans l'entreprise, ce qui est quand même non négligeable. Donc, dispositif permettant de consolider l'état de santé tout en travaillant.
donc aménagement du temps et ou de la charge de travail, ça dépend de l'organisation, en reprenant une activité progressive, puis ça permet peut-être de se rendre compte que finalement, on ne peut pas reprendre son poste à 100%. D'où l'objectif derrière de peut-être mettre en place une reconversion professionnelle, un aménagement de poste, etc., etc. C'est un très bon outil, hein, le TPT. Donc, c'est rémunéré par l'employeur pour la partie travaillée et la partie non travaillée est bien sûr indemnisée par la CPM, ça vous connaissez. Le médecin traitant délivre à son patient un certificat prescrivant la reprise de travail. Alors, temps partiel, c'est pour l'arrêt maladie et travail léger, c'est le terme technique pour tout ce qui est accident de travail, maladie professionnelle. Mais ça reste du ça reste du TPT, hein, de toute façon. Alors, désormais, un arrêt initial à temps complet n'est plus obligatoire avant un temps partiel thérapeutique. On peut démarrer d'emblée un temps partiel thérapeutique. C'est pas toujours évident en termes d'organisation parce qu'il faut organiser la visite avec la médecine du travail pour l'organisation du travail, justement. Donc, l'avis du médecin du travail est sollicité et émet un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Alors, l'employeur remplit une attestation indiquant un accord de principe, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est un avenant au contrat de travail pour déterminer l'organisation de ce TPT sur les jours travaillés ou les horaires ou la charge de travail, etc. Ça permet de cadrer, de vous protéger vous en tant qu'employeur et bien sûr protéger le salarié. En plus, bien sûr, de l'attestation de salaire que vous faites à chaque terme échu pour qu'on puisse indemniser la partie non travaillée. Si vous avez des questions sur le TPT, on a un webinaire sur notre chaîne YouTube. On a un webinaire où vous retrouvez également le replay sur le portail employeur. Webinaire consacré au TPT où là, voilà, on parle que de ça, sur la mise en place et notamment tout ce qui est notion de dernier jour de travail. Un autre dispositif qui marche très très bien, qui est très utilisé, qui est un très très bon outil, qui n'est pas assez connu à mon sens, c'est l'essai encadré. Ça permet de tester les capacités sur un poste pendant son arrêt de travail sans perdre ses indemnités journalières. Donc on est toujours en arrêt de travail, mais ça va être 15 jours qu'on peut fractionner sur un autre poste dans la même entreprise ou sur un autre poste dans une autre entreprise. Et ça permet de voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est en capacité de reprendre son activité? Est-ce qu'il faut un aménagement particulier ou est-ce que finalement c'est pas possible et il faut un, euh, un reclassement complet? Donc ça, en fait, cet outil-là qui peut être renouvelé, c'est vraiment une super solution euh, pour tester. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'essai, hein. Pour le coup, il porte très bien son nom. C'est un essai, c'est un test. On est en arrêt de travail ou en TPT, on est indemnisé par la CPM, bien sûr. On présente un risque d'inaptitude. Donc, c'est soumis à l'accord du médecin du travail, médecin conseil et médecin traitant. On retrouve toujours les mêmes acteurs, hein, de toute façon. Visite médicale réalisée par le médecin de travail de l'entreprise d'accueil. Donc, c'est pas forcément le vôtre si votre salarié va faire l'essai encadré ailleurs. D'ailleurs, vous pouvez accueillir des essais encadrés d'autres de salariés d'autres entreprises et donc on verse les indemnités journalières. C'est jusqu'à 14 jours ouvrables, alors ouvrables en plus, hein. Donc c'est du lundi au samedi. C'est renouvelable une fois. Donc ça, c'est plutôt un outil qui est assez utilisé. On a, pour finir au niveau des outils, euh, pardon, la convention de rééducation professionnelle en entreprise, la CRPE. Alors ça, c'est plus lourd, hein, déjà parce que ça peut durer jusqu'à 18 mois. C'est un dispositif destiné aux salariés qui ne peuvent pas reprendre leur poste, donc là c'est acté, ils ne peuvent pas reprendre leur poste de travail car ils ont été déclarés inaptes par le médecin du travail. Donc là, on n'est pas en risque d'inaptitude. Là, c'est vraiment l'outil de la dernière chance en quelque sorte parce qu'on est déclaré inapte par le médecin du travail ou considéré en risque d'inaptitude. Bon, on est sur le point d'être considéré en risque d'inaptitude dans le cadre de la visite de pré-reprise. Permettre aux salariés indemnisés par la CPM ne pouvant pas reprendre leur emploi de s'habituer à leur nouveau poste. Donc, on est toujours en arrêt de travail, de se former à un nouveau métier dans leur entreprise d'origine ou dans une nouvelle entreprise afin de faciliter le retour à l'emploi. Donc, ça, c'est un dispositif qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus conséquent qui est peut-être pas forcément évident à mettre en place, mais par contre qui sera un très bon outil pour les personnes qui sont déjà déclarées inaptes ou qui sont voilà, sur le point de l'être. Euh, mais cette convention voilà, permet aussi d'avoir un accompagnement donc, de la cellule PDP, de la CPAM, etc. La signature de la CRPE, donc, par contre, elle entraîne la fin de l'arrêt de travail puisqu'on est en convention de rééducation professionnelle. Le salarié doit passer une visite d'aptitude au poste. Bien sûr, l'entreprise peut être accompagnée par le médecin du travail en organisme de placement spécialisé. On en parlait, la GFIP, Cap Emploi, Comet, etc., etc. Amandine qui nous dit bonjour. Pour laisser encadrer, il faut obligatoirement présenter un risque d'inaptitude, un arrêt de plusieurs mois.
Plus de 6 par exemple. Alors, ouais, là, de toute façon, on est sur des personnes qui ont des risques d'inaptitude. Je vais vous prendre la brochure sur l'essai encadré. Je vous l'enverrai celle-là parce qu'elle est vraiment très intéressante. Alors, donc ça s'adresse à un salarié titulaire d'un contrat de travail, apprenti, intérimaire, stagiaire de la formation professionnelle. Donc c'est tout type de salarié. En arrêt total ou partiel, indemnisé par la CPM, présentant un risque de désinsertion professionnelle. Donc, effectivement, il y a un risque d'inaptitude prononcé et ça se passe pendant l'arrêt de travail. Tous les dispositifs de la PDP s'adressent aux salariés qui ont un arrêt de travail de plus de 30 jours. Donc on n'est pas obligé d'attendre plus de 6 mois, par exemple, comme vous le mentionnez dans votre question, Amandine, parce que l'objectif, c'est d'intervenir le plus vite possible. Avant, c'était 60 jours, et il y a une loi en 2021 qui a descendu le délai à 30 jours, parce que bah, plus vite on intervient, plus vite il y a possibilité peut-être de déterminer s'il y a un risque d'inaptitude. Alors après, un risque d'inaptitude, ça ne veut pas dire que ça va se passer dans la semaine qui suit. Hein, ça peut être un risque d'inaptitude en disant, voilà, cette pathologie-là, et vu le métier, il y a des chances que, ou de malchance que on aille sur une inaptitude. On va tout de suite prendre en charge l'assuré dans le cadre de la PDP et l'accompagner notamment dans le cadre de l'essai encadré. C'est un dispositif qui est court, qui est assez facile à mettre en place. Alors, selon les entreprises, il faut bien sûr avoir la possibilité de reclasser la personne sur un autre type de poste ou de pouvoir aménager le poste. Mais voilà, c'est un très bon outil avant une reprise d'activité. Ouais. Voilà, pour les dispositifs, il y en a pas 36 000. Bah, après, il n'y en a pas besoin de 36 000 non plus. Mais selon le profil de votre salarié, la cellule, enfin le service social et la médecine de santé au travail vont pouvoir orienter le salarié vers tel ou type de dispositif et vous le voyez, dans chacun, vous êtes partie prenante, euh, puisque bah, l'essai encadré, ça peut se passer chez vous, la CRPE, ça peut se passer chez vous, le TPT, ce sont vos salariés. Voilà, ce sont des outils qui vous concernent directement, avec notamment ce rendez-vous de liaison qui est hyper important. Ouf, je suis un peu long. On va finir. Donc, bien sûr, les contacts pour des informations. Si vous avez besoin d'informations sur la PDP, vous pouvez, en tant qu'employeur, contacter le 36 79. Pour votre salarié, c'est le 36 46 et il suffit de dire service social. S'il dit service social, il sera orienté vers le service social et là, il y aura un début. Ce sera le début, l'entrée dans l'accompagnement de la PDP, tout simplement. Vous pouvez, alors d'un autre côté, si vous avez besoin d'être accompagné sur l'utilisation de ces services ou échanger sur les points réglementaires, vous avez le portail employeur ou vous avez notre adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter, nous chargés de relations entreprises. Un point également sur la prévention. Alors, je ne l'ai pas détaillé parce qu'on voulait vraiment vous parler de la PDP, mais la PDP, on va s'adresser a posteriori. Il y a des gens qui sont déjà en situation de risque d'inaptitude, qui sont déjà en arrêt de travail, pour lequel le risque est déjà avéré. On a aussi un service prévention qui va intervenir en amont. C'est tout le principe de la prévention. En amont, où ils peuvent organiser des actions de prévention en entreprise. Ils le font déjà régulièrement, mais également on peut les voir dans des centres commerciaux, ou on peut les voir aussi dans des universités ou des choses comme ça, avec des associations, où ils peuvent bien sûr venir parler du dépistage des cancers, de la vaccination, des risques de l'été, MT dents, lutte contre le tabagisme, services en santé, l'accompagnement au service numérique aussi, je crois. Vous avez possibilité de les contacter via l'adresse mail prévention.cpm-meurthe-et-moselle@assurance-maladie.fr. Alors ça, bien sûr, c'est pour l'entreprise qui se trouve en Meurthe-et-Moselle. Si vous n'êtes pas en Meurthe-et-Moselle, bah, du coup, c'est une autre adresse, mais je ne les ai pas toutes. N'hésitez pas à aller sur Amélie Entreprise. Vous avez une page contact et selon vos besoins, en fait, vous serez réorienté vers la bonne adresse. Donc, vous avez la possibilité de faire intervenir le service prévention directement pour vos salariés en entreprise. C'est un super outil aussi pour créer du lien social en entreprise pour vos salariés et un outil d'accompagnement parce un salarié qui se protège, c'est un salarié en bonne santé et c'est quelqu'un qui va éviter les risques de désinsertion professionnelle. Au niveau de la boîte à outils, je vous ai mis plein de liens super intéressants, notamment par rapport à la PDP, le site du ministère du Travail. Vous avez tous les liens vers le rendez-vous de liaison, la visite de pré-reprise, le bilan de compétences, le TPT, la CRPE, l'essai encadré. Comme ça, vous retrouvez toutes les informations nécessaires dont vous avez éventuellement besoin.
si vous souhaitez en parler à un de vos salariés ou si un salarié vient vous poser des questions. Voilà. Avant de vous laisser et alors je ne sais pas si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Petit point, notamment on parle de l'absentéisme et on est en train de mener au niveau national une enquête sur l'absentéisme et votre rapport à l'absentéisme. Et bien sûr, on a besoin de votre avis. Comme je le disais, vous êtes un acteur à part entière de la lutte contre l'absentéisme. Vous êtes même les premiers concernés, en fait, hein, tout simplement. Et dans le cadre de nos travaux sur l'absentéisme en entreprise, nous souhaitons recueillir votre retour d'expérience en tant qu'employeur. Avec le mail que je vais vous envoyer avec le support et le replay, je vous mettrai c'est un document Word, c'est un petit questionnaire qui dure, allez, 10 minutes. On a quelques questions, on a besoin de votre retour pour mieux comprendre les situations rencontrées sur le terrain, parce que bah, notre vision CPM n'est pas votre vision employeur, et c'est toujours intéressant de voir le point de vue de l'autre, et c'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui. Identifier les difficultés et lever les actions, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner, et surtout nous aider à faire émerger des pistes concrètes d'amélioration et d'accompagnement sur la lutte contre l'absentéisme. Donc, je ne peux que vous inviter à prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire et vous l'enregistrez, vous nous le renvoyez par mail à l'adresse mail par laquelle je vous aurais envoyé le support, le replay, etc., les différents documents. Voilà, nous, ça va nous aider à travailler sur la lutte contre l'absentéisme avec vos retours terrain, votre impression sur ce sujet qui sont, et vos impressions ô combien importantes. Et voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur l'absentéisme, la lutte contre l'absentéisme et la prévention à la désinsertion professionnelle. J'espère que c'était intéressant pour vous de suivre ce webinaire. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On est là pour ça. Vous avez notre adresse mail, vous avez le portail employeur, vous avez le 36 79. On est là pour vous accompagner. Si on n'a pas la réponse à votre question, on vous renverra vers le bon interlocuteur. C'est ça aussi l'intérêt. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions, donc on va pouvoir s'arrêter là. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne après-midi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos salariés, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains webinaires.